Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai la joie de recevoir Hélène Frappa pour évoquer son roman Le Mont Fuji n'existe pas, paru aux éditions Actes Sud. Avant qu'on commence à discuter, Hélène, si vous le voulez bien, je vais rappeler que nos amis participants peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric viendra vous les poser à la fin de la rencontre. Bonsoir Hélène Frappa, comment allez-vous? Bonsoir, je suis heureuse d'être là avec vous. Alors, ma première question, parce que je prends un risque ce soir, est-ce que vous me promettez que notre discussion restera entre nous et que je ne ferai pas l'objet d'un personnage dans un prochain roman? C'est impossible de vous le promettre. Et comme je n'aime pas mentir, je ne vais pas faire une fausse promesse. Alors, moi j'ai dit roman, certains disent récit, certains disent nouvelle. Qu'est-ce que vous préférez, vous, qu'on dise sur votre livre? C'est un roman. Alors, j'avoue que j'ai jamais bien compris le sens que l'édition française donne au mot récit. J'ai du mal à comprendre exactement de quoi il s'agit. Nouvelle, pourquoi pas, au sens peut-être un peu américain du terme, c'est-à-dire de nouvelles ou anglais qui peuvent être complètement liées les unes aux autres. Mais en réalité, il s'agit d'un roman, la forme roman étant quand même une forme depuis longtemps extrêmement ouverte, hein, qui a une forme hospitalière qui accueille des types de romans assez différents. Celui-là est différent de ceux que j'ai écrits précédemment, mais néanmoins, en ce qui concerne le travail de la forme, pour moi, il s'agit d'un roman. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes romancière, vous êtes traductrice et vous êtes aussi critique de cinéma. Je crois que vous avez une double actualité, quoi, je crois, j'en suis sûre, vous avez une double actualité parce que vous venez de traduire un livre d'Anne Patchett, La Maison des Hollandais, aux éditions Actes Sud aussi. Mais là, ce soir, on va se concentrer sur Le Mont Fuji n'existe pas. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes en 1 minute de ce roman? C'est l'histoire. Alors d'abord, j'ai traduit un autre livre qui vient de Oui. paraître aussi chez Jacqueline Chambon de l'italien, celui-là, très beau, c'est pour ça que j'ai envie de le mentionner, de Jhumpa Lahiri, qui s'appelle Où je suis. Et qui n'est pas sans lien, étonnamment d'ailleurs, avec le mont Fuji. Alors j'ai commencé à traduire Où je suis après avoir fini d'écrire le mont Fuji. Mais le mont Fuji, c'est l'histoire d'une écrivaine, qui pourrait être moi, pour autant que dès qu'on commence à écrire je, notamment dans la fiction, ce n'est plus de soi dont il est question, ce n'est plus le. Et puis par ailleurs, chaque personne, et pas seulement les écrivains, abrite beaucoup de personnes à l'intérieur d'elle-même. Donc, il s'agit d'une des personnes que j'abrite, enfin, qui est probablement celle qui prend le plus de place, qui est l'écrivaine. Et cette écrivaine qui a l'habitude depuis toujours de se balader partout avec un petit carnet et un stylo, va faire des rencontres, va être encore plus ouverte que d'habitude aux rencontres qui peuvent provoquer des désirs, hein, de fiction. Elle va rencontrer un ancien maître du monde déchu, un minotaure, donc un monstre. Alors, un de mes lecteurs m'a dit, c'est bizarre, il lui fait pas si peur que ça, ce minotaure à la narratrice. C'est vrai qu'il lui fait pas si peur que ça, mais il a son petit côté un peu effrayant. Et puis, de rencontre en rencontre, toutes ces histoires et toutes ces personnes que cette écrivaine va changer peu à peu en personnages, parce que c'est ça que font les écrivains, qui sont, comment dire, ils ont des moments de coup de foudre. En réalité, on peut appeler ça vraiment enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, de coups de foudre, qui leur tombent dessus comme un coup de foudre, on ne peut pas prévoir, pour des situations, des paysages, des personnes, qui vont, sous l'effet de cette magie, de cette alchimie qui s'appelle la fiction, qui vont transformer en leur roman. Donc là, la particularité de ce livre, c'est qu'on est dans la tête, dans la vie, dans le petit carnet de cette écrivaine qui fictionne. Donc on voit comment ça se passe. On est dans la cuisine. Disons qu'avant de manger le plat que le cuisinier prépare, on est avec le cuisinier qui va improviser les ingrédients et on va voir comment, les mains dans la pâte, comment on fait ça. Alors, il y a 14, je ne sais pas si on peut dire séquences, chapitres, nouvelles, qui sont échos l'une à l'autre. Mais moi, j'ai envie de dire que le personnage principal quand même de ce roman, c'est l'écriture. Moi, pour moi, je trouvais que c'était une mythologie moderne. Alors, c'est Ariane, Hélène qui défile un fil. Et c'est aussi peut-être pour vous la façon de faire un bilan, de revenir sur tout ce que vous avez écrit. Il est venu vous chercher quand, ce livre? Alors, c'est
très juste et très beau ce que vous dites. D'ailleurs, personne ne l'a dit comme ça, mais je suis, moi, la première. Je suis d'accord, je pense que le personnage principal de ce livre, c'est même pas l'écrivaine, c'est l'écriture. C'est exactement ça. Et je suis d'autant plus d'accord que j'ai toujours dit, alors ça pouvait paraître un peu tiré par les cheveux, un peu mystique, un peu bizarre, un peu dingue, un peu confus peut-être, mais pour moi c'est de plus en plus clair et précis. Donc j'ai toujours dit que les livres s'écrivaient tout seuls, en quelque sorte. C'est-à-dire que les livres, c'était comme des rencontres qu'on rencontrait, que chaque auteur rencontrait chacun de ses livres. Jean Cocteau disait qu'on les déterrait, les livres ou les films, comme un archéologue qui creuse dans la terre et qui les déterre et qui les découvre donc. Et donc oui, c'est l'écriture en train de se faire. Alors ce livre, j'ai mis 7 ans à l'écrire. Ça a été très long parce qu'il a été vraiment, pour le coup, vous dites aussi très justement que la narratrice c'est comme Ariane. Ariane dans le labyrinthe qui essaye de s'orienter dans le labyrinthe, qui est donc Ariane qui fuit le Minotaure. Et, comment dire, pour reconstituer, pour créer tout ce labyrinthe, il m'a fallu de nombreuses années, et il a fallu de nombreuses années dans un aller-retour qui était à ce point-là inédit pour moi entre ce qu'on appelle la réalité et ce qui s'appelle la fiction, ces deux territoires. C'est-à-dire qu'au départ, chaque personnage s'inspirait d'une personne réelle. C'est toujours le cas en vrai. Hein. En vrai, les écrivains, bon, bah, ils n'ont pas, je veux dire, même les romans de science-fiction les plus déchaînés, quand ils sont réussis, ils nous disent quelque chose de la réalité, ils nous disent quelque chose, et au départ, ils s'inspirent de personnes que les écrivains connaissent, fréquentent. Ça peut être un problème des fois d'ailleurs, cette histoire-là. Mais comment faire autrement? Comment faire autrement puisque le sujet de ce livre, c'est l'écriture, mais la matière de ce livre, c'est la condition humaine. Ouais. C'est avec ça que font les romanciers. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis évidemment pas la seule à voir les choses comme ça, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est cette matière. À la fin du livre, je cite Simenon, qui est un de mes écrivains préférés, parce que c'est lui qui a sans doute poussé le plus, enfin, un de ceux qui a poussé le plus loin, le fait de prendre la condition humaine comme matière. Du coup, il y a des échos, hein, parce que bien sûr que chaque histoire a une singularité absolue qui est le récit de chacun. Et c'est la chose la plus difficile pour chaque être humain, d'ailleurs, de parvenir à formuler le propre récit de son existence. En même temps, il y a des liens, il y a des échos, dans un sens absolument musical, que je trouve assez bouleversant, dont la plupart m'ont complètement échappé, c'est-à-dire qu'ils se sont tissés à l'insu d'Ariane. Et ces échos, des échos entre des prénoms, entre des récits, entre des chagrins ou aussi bien des joies, entre des Des lieux, histoires d'exil, etc. Pardon? des lieux aussi. Il y a des lieux qui sont importants. Entre des lieux, que ce soit des lieux imaginaires ou des lieux réels, des pays, des langues aussi. Il y a beaucoup, c'est comme chaque être humain qui est traversé par beaucoup de langues différentes. C'est un livre traversé par plusieurs langues. Et donc tout ça finit par créer cette chambre d'écho qui pour moi est la condition humaine. Moi, j'ai 4 mots qui me sont apparus en vous lisant. C'est l'écoute, l'observation, la rencontre et l'humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 4 mots? Ah oui, oui, non seulement je suis d'accord, mais je pense qu'ils sont, on pourrait même en quelque sorte les agréger. Je pense que l'écriture repose sur l'écoute et l'observation. L'écoute et l'observation, moi, je ne les différencie pas. Pour moi, c'est la même chose. Euh, Écouter, c'est déjà observer. Observer, c'est une forme d'écoute. Mais je suis convaincue que l'écriture repose là-dessus. Hein, c'est ça. D'ailleurs, quand il m'arrive de donner des ateliers d'écriture, c'est ça, c'est la première chose que je dis. Et écouter déjà, par exemple, le texte que quelqu'un d'autre lit ou écouter quelqu'un d'autre, c'est déjà une forme, l'écoute active, hein, c'est-à-dire l'extrême concentration pour vraiment entendre ce que les gens ont à nous dire et laisser aussi la place à leur récit de se développer comme un fleuve avec ses méandres. Ça, c'est sur ça que repose l'écriture. Donc, vous disiez ensuite La rencontre, c'est la rencontre avec vos il n'y a personnages. pas de rencontre sans écoute. Si on n'écoute pas, il n'y a pas de rencontre. Hein. Sinon, on est en permanence seul avec soi-même et puis on s'écoute soi-même. À mon avis, ça n'a pas grand intérêt parce qu'en fait, je veux dire, chaque être humain fait le tour de soi-même très rapidement. Hein. Je veux dire, le tour d'un nombril, il est assez rapide et il est le même pour tout le monde d'une certaine manière. Donc, alors, c'est compliqué parce que d'un côté, on peut, comment dire,
euh, un écrivain, et on le voit chez Simenon, pour en revenir à Simenon, ne peut pas écouter autrui et toutes les rencontres, et ne peut pas être à l'écoute des rencontres, de ces rencontres qu'il transforme dans la matière même de ses romans, s'il ne s'est pas lui-même examiné. Examiner, si possible, avec la distance, voire parfois la froideur, hein, avec laquelle on peut examiner, la froideur au sens d'une forme de neutralité, observer, sans juger. Hein. Dans la vie, bon, ben, moi, comme tout le monde, je juge souvent, mais dans l'écriture, il ne faut pas juger, parce que ça, c'est vraiment, c'est mauvais sinon ce qu'on fait. Hein. Il faut vraiment s'abstenir. Il faut s'abstenir de tout jugement. Il faut vraiment essayer de restituer chaque rencontre à sa singularité, à ce qu'elle, comment dire, il faut être un réceptacle, il faut faire résonner la rencontre. C'est magnifique d'ailleurs. Hein. Je trouve que ça Magnifique. vous va bien parce que ça correspond à un mot qui vous va bien aussi, c'est le mot justesse. La justesse, oui, la justesse, exactement. De toute façon, ça c'est apprendre à écouter, ça s'apprend hein, l'écoute. L'observation, l'écoute, ça s'apprend. Et quand je pense par exemple à des manuels qu'il y a pu avoir, comme par exemple le très très beau livre de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier, qui sont à la fois ses mémoires et puis en même temps les mémoires de lui en tant qu'écrivain, parce qu'au fond, il est que ça depuis qu'il est enfant. Il dit souvent que chaque personne qui écrit peut s'améliorer, ce qui est vrai, mais c'est par l'écoute et l'observation qu'on s'améliore. Parce que ça, en effet, ce sont comment dire, des qualités qui sont susceptibles d'être améliorées, d'être approfondies. Et moi-même, je pense que j'écoute et j'observe beaucoup mieux maintenant que quand j'ai commencé à écrire. Alors la frontière entre la réalité et la fiction, parfois s'efface souvent. Est-ce que c'est problématique la réalité pour un écrivain? Bah, la réalité, c'est problématique pour un être humain, je pense. La réalité, la réalité, c'est autrui, c'est les autres. Donc, dès qu'on a dit ça, on sait qu'on va buter sur un problème. Hein. La réalité, c'est, comment dire, c'est un ensemble de contraintes. Hein. C'est ce que l'être humain rencontre à sa naissance. Donc, la réalité, elle est faite comment dirais-je, de contraintes, pas seulement, quand je dis contraintes, moi tout de suite, je pense aux factures à payer, mais il n'y a pas que ça, mais enfin, c'est quand même beaucoup ça. Et puis, elle est faite d'une coexistence. Hein. Alors, c'est pas qu'une contrainte, bien sûr, la coexistence, mais c'est cette manière, enfin, nous ne sommes pas seuls dans la réalité, ou alors ça s'appelle la folie. Hein. Donc, il s'agit voilà, d'apprendre à coexister. Est-ce que c'est un problème pour un écrivain? Le côté ennuyeux de la réalité, alors pour en revenir aux factures, peut être un problème parce qu'il y a une liberté dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans la fiction, qui est quelque chose de... C'est comme une drogue, hein, ça rend accro. On fait ce qu'on veut dans la fiction. Encore plus moi je connais bien le cinéma, encore plus dans le domaine du roman que celui du cinéma, parce que pour le coup, le domaine du cinéma, qui de ce point de vue-là est d'ailleurs... c'est admirable, enfin ça demande des qualités assez différentes de celles de l'écrivain, ça exige de composer beaucoup avec la réalité, avec l'argent, avec les financements, avec le fait qu'on ne peut pas avoir tous les décors qu'on veut, etc. Dans le roman, l'écrivain fait absolument ce qu'il veut, enfin croit-il, à mon avis, parce qu'en réalité, je pense qu'il fait surtout ce que le livre lui commande de faire. Et donc c'est vrai que quand on écrit, on vit sur plusieurs plans de réalité. Je pense pas je pense pas qu'il faut tirer ça vers un truc un peu banal de dire que les écrivains en gros sont dingues parce qu'ils vivent sur un plan de réalité qui est celui de l'imaginaire. Pas du tout. Je pense que ça peut même développer les capacités à supporter et à être débrouillard, disons, dans la réalité, puisque tous les êtres humains font ça en permanence. Je pense que la littérature, ce qu'elle restitue, dans le meilleur des cas, ce qu'elle restitue, c'est le fait que chaque humain abrite en lui un nombre très grand, parfois une infinité enfin une infinité probablement pas, mais en tout cas un nombre très grand de personnes. Il vit cet humain en permanence sur des plans différents qui sont celui du souvenir, du passé, celui de l'anticipation, que l'anticipation soit sur le mode de la crainte ou de l'espoir. Il a des désirs, il a des besoins vitaux qui doivent être satisfaits, il rencontre des personnes, il a des contraintes, comme je le disais, etc.
envahi par la présence de toutes les personnes qu'il a rencontrées et qui sont mortes mais qui sont encore présentes en lui. Il est aussi bien, on pourrait dire, envahi par la présence de toutes les personnes qu'il ne connaît pas encore mais qu'il rencontrera. Tout ça, ce sont toutes les fictions. L'être humain est constitué de récits et de fictions. Il se trouve qu'il y a certains humains qui sont des écrivains, qui consacrent leur vie à donner voix à cette multiplicité. Mais c'est la manière, je pense, c'est une manière très juste de rendre compte du fait que on ne peut pas opposer réalité et fiction. Hein. Les deux sont faits de multiplicité, de multiplicité. Simplement, la fiction, c'est une multiplicité plus choisie, plus libre, plus fluide. Enfin, libre, elle est quand même... il y a un cadre formel qu'on s'invente pour chaque livre, donc on n'est pas aussi libre que ça. Mais voilà, c'est un jeu en fait, c'est un jeu JEU. C'est une manière de maintenir en soi. Pour reciter toujours Stephen King, il disait finalement qu'est-ce que c'est que l'âge adulte? C'est la sclérose de l'imagination. C'est très beau ça de dire ça. Il dit que les écrivains, justement, c'est ceux qui ne veulent pas, ou qui ne cèdent pas, ou qui ne sont, ou même, ça se pose même pas, qui restent, qui n'ont pas cette sclérose de l'imagination, soit qui la refusent, soit qui n'en sont pas atteints, et qui donc restent dans cette dimension du jeu, JEU, qui est celle de l'enfance. Hein. Et donc, toute la question, c'est le jeu entre la fiction et la réalité. Alors, le cinéma est très C'est présent. drôle, hein, par ailleurs. Ouais. Le cinéma et la musique sont très présents dans votre roman. Il y en a un qui m'a fait particulièrement sourire, c'est Delphine Garnier. Delphine Garnier, elle parle à tout le monde. Les Oui. Demoiselles de Rochefort, c'est quand même quelque chose qui est... Alors, sauf ceux qui l'ont pas, voilà. Mais, et justement, dans ce chapitre, je ne sais pas si on peut dire chapitre, bon, enfin, qui s'appelle Le client mystère, Oui. il y a cet objet qui est un carnet. Ça représente quoi pour vous, un carnet, Hélène Frappa? Est-ce que vous pourriez vivre sans avoir un carnet? Est-ce que c'est vraiment le prolongement de votre cerveau, de votre bras, et ça va jusqu'au carnet? Qu'est-ce qui se passe avec cet objet? Ah, je ne pourrais pas vivre sans avoir plein de carnets, en fait. Hein. Et notamment des réserves de carnets. Hier encore, j'en ai acheté 2. J'étais angoissée parce que je pense qu'il m'en restait qu'un vide, un ou 2 vides. Mais il m'en faut plusieurs vides parce que vous ne savez jamais quel livre va vous tomber dessus. Je vous disais, c'est comme un coup de foudre. Hein. Donc, bon, je trouve la période Covid, pas follement inspirante, malheureusement. Mais pour le reste, l'inspiration peut vous tomber dessus à tout moment. Et dans ces cas-là, moi, ce que je fais, enfin, beaucoup d'auteurs l'ont fait. Il y a un fétichisme du carnet. D'ailleurs, j'ai toujours cette discussion avec le monsieur chez qui j'achète mes carnets. Je lui disais, je suis une fétichiste. Il pensait que je... Il a cru que je parlais d'un truc un peu tordu. Oh, c'est tordu d'ailleurs, mais soyons tordus, bien sûr. Mais donc, mais j'avais aucune honte à revendiquer ça. Parce que ce sont ces espaces vides, hospitaliers, ces sortes de maisons vides qui doivent être là, un peu comme, je sais pas, comme si pour faire venir des esprits, il paraît qu'il faut allumer des bougies pour les faire venir. Bon, allumons des bougies, moi j'aime bien les bougies. Ou bien, j'en sais rien, comme si vous vouliez apprivoiser des animaux sauvages dans une maison et que vous leur laissiez des bols pleins d'eau et de nourriture à leur intention, comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est la première fois que j'ai cette idée, c'est vous qui me la faites venir, hein. Mais que ces carnets vides, c'est beau d'ailleurs, j'espère que ça va marcher. Ces carnets vides sont là pour attirer comme ça des fictions qui vont venir s'y incarner. En fait. Mais des fictions qui existaient déjà en vrai. On va revenir aux personnages, parce que les personnages sont très importants pour vous. Est-ce qu'on subit ces personnages, Hélène Frappa? Alors, moi, je les adore, mes personnages. Hein. J'adore mes personnages. Moi, je citerai encore Stephen King parce que j'aime énormément Stephen King. Je me sens toujours très. C'est un peu mon ami imaginaire. Alors, je vais citer un de mes amis imaginaires. Il dit que quand on écrit un roman, c'est comme si on avait des. Alors, c'est la version un peu glauque de King, mais qui est drôle en même temps. Il dit c'est comme si on avait nos personnages sont à la cave, et puis ils sont là et ils ont faim. Et si on ne va pas les nourrir, eh ben, ils vont crever de faim, en fait. Donc, en effet, on les subit au sens où on doit les alimenter. Hein. Et si vous ne les nourrissez pas, alors ça fait un peu mère nourricière, mais j'assume l'analogie de la mère nourricière. Oui, bien sûr qui sont présents quand on écrit un roman, dans la période vraiment de l'écriture. Moi, j'ai 2 enfants, mais je peux dire que mes personnages, ils ont autant d'existence à ce moment-là, à peu près que mes enfants. Je vis avec eux. Je pense à eux. C'est une coexistence
permanente. Donc c'est pas subi, hein, c'est pas subi, c'est plutôt une forme de couple assez. C'est pas subi, même ils peuvent vous tyranniser un peu, oui, les personnages, bien sûr, parce que vous êtes à leur service. En fait. Donc, voilà. Euh, vous savez quand c'est juste ou quand c'est pas juste. En fait. Et le personnage lui-même, il sait. Et quand c'est pas juste, il est pas content, le personnage. Donc il faut, il faut, il faut l'écouter. Est-ce qu'il y a un point d'équilibre entre C'est un l'auteur? travail d'effacement tout ça, vous voyez. Je trouve que, bon, nous sommes à une époque, encore plus maintenant, on voit la tête de l'auteur, il y a des photos, on interviewe les auteurs, là on voit. Mais en fait, en vrai, c'est un travail d'effacement, le travail de l'écriture, à plein d'égards. C'est un travail d'écoute, il faut écouter, il faut observer, il faut s'effacer. Et quand on a l'air d'être au premier plan, parce que faire parler les autres, qu'est-ce que vous disiez? Pardon, je vous ai interrompu au milieu d'une Non, question. non, je disais, est-ce qu'il y a un point d'équilibre entre l'auteur et ses personnages? Dans quel sens un point d'équilibre? Mais est-ce qu'on trouve un juste milieu? Vous parlez de l'effacement, mais ça rejoint un peu ça. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, l'auteur laisse ses personnages prendre complètement le pouvoir et il s'efface? Vous venez de répondre quasiment à ce que je voulais vous Alors, demander. ni l'auteur ni le personnage ne prend le pouvoir. Celui qui prend le pouvoir, c'est le livre, en fait. Le livre, il commande. Et le livre, il peut commander c'est un peu comme au montage, parfois des personnages disparaissent des films. Hein. Moi, je sais que quand j'écrivais mon précédent roman qui s'appelle Le Dernier Fleuve, à un moment, j'avais compris que le personnage principal du livre, alors c'était pas l'écriture, c'était le fleuve, et que c'était lui qui commandait. Et dès que je m'éloignais trop du fleuve, ça marchait plus, ça marchait pas, c'était pas juste pour le coup. Donc le fleuve commandait, et moi j'obéissais. Je- Même si, même si, comment dire, à un moment, il y avait un enfant qui était noyé, par exemple, dans le fleuve. Je ne peux pas vous dire que j'avais particulièrement envie d'écrire. Il y avait un chien qui mourait. Je me suis réveillée le matin, je devais écrire la scène du. Je savais que le chien devait mourir. Bon, il était vieux, il était malade. Franchement, je n'avais pas particulièrement envie de tuer un chien en me réveillant le matin. Mais il fallait. C'était ce vieux chien. J'ai pleuré d'ailleurs. Mais en pleurant, je riais en même temps parce que je me disais, quand même, t'es gonflé, tu pleures alors que c'est toi qui viens de tuer ce chien, finalement. Ce chien qui n'existe pas. C'est génial comme. C'est vraiment. Et alors justement, quel conditionnement vous avez, vous, pour entrer en écriture? Parce que je crois que les sensations sont très importantes pour vous. Là, vous venez d'évoquer le fait d'écrire une scène où on doit tuer un chien. Comment vous vous conditionnez pour entrer dans l'écriture, vous? C'est une extrême concentration. Alors il faut, il y a beaucoup, enfin, la chose dont on parle peu, je trouve, ce qui est dommage parce que c'est important. Enfin, on en parle peu. Virginia Woolf a consacré un livre entier à ça, une chambre à soi. Hein, donc, c'est-à-dire les conditions matérielles de l'écriture, c'est quand même très important. Donc la concentration, bon, bah, il faut le temps, il faut une pièce effectivement calme, il faut pas être trop fatigué parce qu'on n'a pas trop gagné sa vie avant, on n'a pas trop, je sais pas, préparé à manger ou fait des courses. C'est une concentration extrême, vraiment. Après, il y a une part qui ne se commande pas complètement, mais avec les années, on sait qu'on peut se forcer aussi à entrer dans cet espace de concentration. C'est un peu comme quand dans les films où les personnages font tourner les tables, je ne sais pas comment dire. Il faut se concentrer sur un objet qui est invisible. La fiction, le roman, ça consiste à faire naître quelque chose qui n'existe pas. C'est ça, en fait, le boulot. Et comment ça marche? Et quand est-ce que ça marche? Ça marche quand quelqu'un y croit. Le premier qui doit y croire, c'est l'auteur. Si l'auteur y croit pas, c'est pas la peine. Voilà. Et si moi j'écris une phrase et que j'y crois pas, bon bah soit je la retravaille jusqu'à ce que j'y crois, soit si vraiment j'y crois toujours pas, je la jette la phrase. Mais donc ça commence comme ça, par une croyance. C'est pour ça que je parlais de jeu tout à l'heure, comme les enfants. Il faut y croire. Si moi j'y crois pas, c'est un pacte en fait hein, de croyance entre moi et l'auteur. Mon auteur va pas y croire. Donc il s'agit de faire croire à quelqu'un, à quelque chose qui en réalité n'existe pas. C'est magnifique en fait hein, comme métier. Enfin, je ne sais pas si c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est un beau métier. Alors, dans votre livre, vous évoquez que les écrivains sont médiums. Vous écrivez aussi la notion d'écrivain espion. Qu'est-ce que vous entendez par les écrivains sont médiums? Ils sont médiums au sens où ils sont cette concentration, ça veut dire entrer en communication avec quelque chose, alors je viens de dire d'invisible, donc qui n'existe pas.
entrer en communication avec l'invisible en permanence. Et tout à l'heure, quand je disais que tous les humains sont faits de strates, de couches qui sont, enfin, couche, ça fait un peu lasagne, mais enfin, j'adore les lasagnes, mais je veux dire, elles sont superposées. C'est plutôt quelque chose qui se mélange. Donc, il- le travail, c'est de se concentrer pour ressentir tout ça en même temps, tout ce flux dont l'humanité est fait. Et ça, c'est invisible. Si vous vous consacrez, par exemple, là, pour écrire ce livre, il y a des gens que j'ai écoutés, que j'ai observés. J'écoutais ce qu'ils disaient, mais en même temps que j'écoutais ce qu'ils disaient, j'écoutais autre chose aussi. J'écoutais ce qu'ils disaient pas, évidemment. J'écoutais ce que je ne savais pas qu'ils disaient, mais que je devinais ou que je pressentais en arrière-plan. J'écoutais des souvenirs qu'ils ne mentionnaient pas. J'écoutais des sensations qu'ils pouvaient avoir. J'écoutais des craintes qu'ils avaient aussi bien. Bon. J'écoutais la manière, la musicalité avec laquelle ils formulaient ce qu'ils disaient. J'écoutais les silences, évidemment, qui toujours viennent. Donc c'est ça, en fait, être médium. C'est ça. Euh, cette communication-là, elle est possible. Hein. La vie réelle, comme on parlait de la réalité tout à l'heure, la vie réelle qui est faite pour l'écrasante majorité des êtres humains de contraintes matérielles, euh, elle empêche souvent cette dimension, cette ouverture-là. En fait, c'est une ouverture. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur quelque chose de très... Chacun a cette ouverture en réalité. Pardon. Oui, Ouais, ouais. quelque chose de très important dans votre roman, vous écrivez que vos romans précédents possèdent sur vous une longueur d'avance. Est-ce que justement ce roman-là qui vient de sortir n'est pas la définition même de ce que vous expliquez, qu'ils ont une avance sur nous? C'est l'application même, puisque vous revenez presque, dans tout ce roman-là, vous revenez sur vos romans précédents, vous expliquez, bon, ça c'est le travail du fil d'Ariane, voilà, sur l'écriture, mais est-ce que c'est pas ça? Parce que c'est très important ce que vous dites là, que les romans précédents ont une longueur d'avance sur nous et qu'il est... Oui, je pense que les livres, alors, et ça vaut pour les lecteurs, mais un écrivain, c'est d'abord un lecteur. On commence par lire, et puis certains prolongent la lecture dans l'écriture, mais les écrivains sont des lecteurs qui ont prolongé la lecture, en fait. Euh, donc quand on lit, que l'on soit écrivain ou pas, les livres nous lisent en même temps. Ils nous regardent, les livres que nous lisons. Je veux dire, vous lisez ou vous relisez Madame Bovary, je pense à Madame Bovary, j'adore Madame Bovary, mais le livre me regarde. Le livre, à chaque fois que je peux le lire, m'apprend aussi bien quelque chose sur Madame Bovary, sur Flaubert, sur l'écriture, et sur moi qui suis en train de le lire. Et c'est vrai que alors ça, c'est quelque chose parfois qui peut même être un petit peu effrayant, je trouve, parfois. Enfin, c'est-à-dire que moi, il m'est arrivé en relisant certains romans que j'avais écrits, qui étaient des fictions, hein, absolument des fictions, qui parfois s'inspiraient, comme toujours, bien sûr, de personnes que j'avais pu rencontrer, mais qui n'étaient pas moi, ces personnes. De voir qu'en réalité, pendant que ce livre s'écrivait, ce livre racontait en même temps autre chose, qui était ce que moi, sans doute, je vivais à ce moment-là, par exemple, moi, en tant qu'individu, mais que j'ignorais vivre et que j'avais découvert vivre, par exemple, des années après. Ça, c'est en permanence ce qui nous arrive à nous tous, hein, d'être débordés par le présent que nous vivons et puis de comprendre les choses toujours trop tard. Bon, ben ça s'appelle être un être humain. Et bien sûr, c'est plus facile d'être un médium pour autrui que pour soi-même, évidemment. Mais voilà, il y a une préscience dans la fiction. La fiction, vraiment, je le répète, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Hein, j'emploie le terme avec le poids qu'il a. Il y a une dimension sacrée, enfin dans l'art, mais dans la fiction. Mais il y a une dimension sacrée aussi parce que comme dans les très 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 vieilles, les très très anciens rituels religieux, eh bien, il y a un pouvoir de révélation. C'est révélateur, ça révèle quelque chose. Et donc, mais ça, c'est l'effet aussi que ça produit, que chaque roman digne de ce nom, hein, que la littérature produit sur ses lecteurs. La littérature, enfin, un roman devrait toujours être une expérience. C'est-à-dire, pour prendre la définition philosophique la plus simple de l'expérience, c'est que entre le début et la fin de l'expérience, celui qui l'a faite, cette expérience, n'est pas le même, il a changé, il s'est passé quelque chose. Finalement, tristement, tout ce que nous vivons dans la vie n'est pas une expérience. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne nous modifient en rien.
Voilà. Donc la fiction, elle a ce pouvoir magique-là. Oui. Vous nous offrez quand même une très belle exploration dans le monde des écrivains et des personnages, presque une quête, une traque. En tout cas, c'est magnifique. Et j'ai encore une question par rapport à votre métier de traductrice. Justement, quand on est traducteur, on se met dans la tête de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la traduction, dans votre processus d'écriture? Alors la traduction, je l'ai commencé il y a très longtemps. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me considérer comme une traductrice, un peu, disons, légitime. Voilà, je le faisais dans plusieurs langues, mais je sais pas, peut-être, je me considérais pas comme une vraie traductrice, même si je traduisais beaucoup. Et puis il y a eu un déclic, je pense que ça a été entre autres grâce à Anne Patchett, d'ailleurs, et à d'autres très beaux livres que j'ai pu traduire ces dernières années. Voilà, où en effet, j'ai compris que j'avais quand même réussi à être ce réceptacle de la voix de quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est fascinant quand vous êtes un lecteur, les lecteurs font quand même, enfin, regardent par le trou de la serrure, c'est complètement fou parce que vous ouvrez un livre, vous savez, vous êtes dans la tête de l'auteur en réalité, même si c'est de l'heroic fantasy. C'est là où vous êtes, c'est dans la tête de l'auteur. Alors des fois, on n'a pas toujours envie d'être dans la tête. Certains auteurs n'ont pas envie d'être dans leur tête, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Quand vous traduisez, c'est exactement ce qui vous arrive. D'ailleurs, moi, je suis incapable de traduire et d'écrire en même temps. J'arrive pas parce que, euh, effectivement, écrire, c'est écouter, regarder, espionner, vampiriser aussi, hein, puisqu'il y a une part de vol aussi, hein, de tout ce qui est autour de nous. En revanche, la traduction, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire c'est se laisser complètement envahir, déborder, vampiriser par la voix d'un autre. Maintenant, comme toutes mes lectures sont devenues très techniques, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vrai que je vois, quel que soit le livre que je lis, je vois comment c'est fait en fait. Donc la traduction m'apporte beaucoup. Hein, d'autant que j'ai traduit ces dernières années beaucoup de grands écrivains, de grandes écrivaines américaines et qui ont une sacrée technique. Hein, et c'est pas du tout un terme péjoratif, je le dis en un sens très laudatif. Et moi, ça m'a aidé aussi à développer ma technique. Hein, parce que au début du Mon fusil n'existe pas, ça commence par heureusement que je ne suis pas un écrivain américain. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Qui est, j'espère, une dénégation, mais je pense qu'il y a quelque chose d'une technique américaine aussi que j'ai acquise, je pense, grâce aux écrivaines américaines que j'ai traduits récemment. Alors justement, on veut qu'on évoque le sujet brûlant d'actualité qui se passe en ce moment sur le monde de la traduction. J'aurais bien aimé avoir votre avis, Hélène Frappa. Pensez-vous que parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau qu'un auteur, on ne puisse pas le traduire ou qu'on ne soit pas de la même... je sais pas, il se passe quelque chose dans le monde de l'édition, de la traduction qui secoue un peu. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que traductrice? Alors, je pense que d'abord, il y a un contexte et une question qui est légitime, qui est celui de la discrimination et de la non-représentation d'une partie immense de la population mondiale, entre autres les Noirs. Toutes les minorités ont été absolument sous-représentées dans tous les domaines. Et donc, cette colère-là, moi, je la comprends et je la partage complètement. En tant que traductrice, le débat est d'une absurdité totale, mais en fait, il est d'une absurdité, y compris, comment dirais-je, dans la fiction nous apprend que c'est absurde. Un Rimbaud, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas, personne n'a encore compris, entendu la phrase de Rimbaud, je est un autre. Hein. Ou quand Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi, il était Madame Bovary dans l'écriture. Hein. Et au moment, et d'ailleurs, ce qui fait de Madame Bovary un chef-d'œuvre, c'est que quand Flaubert écrit Madame Bovary, il est une femme. Il est une femme. Moi, je suis un peu sciée d'entendre certaines interprétations misogynes de Madame Bovary que je trouve vraiment tout à fait débiles, parce que c'est un des livres les plus fous de métamorphose d'un écrivain en cette femme victime, assassinée, elle est suicidée, mon œil, elle est assassinée par la société de son temps. Et Flaubert devient elle, évidemment. De même que moi, quand j'écrivais Le Dernier Fleuve, j'étais le fleuve. En tout cas, c'était ce à quoi j'aspirais. Donc, l'écriture est une puissance de métamorphose. C'est d'ailleurs ce que j'ai répété depuis le début. Donc, bien entendu que dans cette puissance de métamorphose, cette puissance de métamorphose rend ces discussions complètement absconses. Elles ont un sens historique, elles ont un sens politique, ça j'en suis convaincue. En revanche, la fiction nous montre que tout, comment dire,
tout artiste est transgenre. C'est-à-dire qu'il transmute les genres, mais tous les genres. Hein. Il peut être un objet, il peut être un animal. Enfin, il est un animal en tant qu'humain, nous sommes déjà des animaux, mais il peut être un chat, il peut être homme et femme, ça n'a aucun sens. Il peut être un enfant. Moi, quand j'ai écrit Le Dernier Fleuve, j'ai écrit du point de vue de 2 enfants, c'est très difficile. Mais si on n'est pas dans cette sclérose de l'imagination, comme disait King, c'est ça le boulot. Le boulot, c'est ça, c'est la métamorphose. Donc le débat en soi n'a aucun sens. Aucun sens. Je voudrais revenir sur... Je crois que j'ai un peu d'écho. Je sais pas. Vous m'entendez bien ou pas, Hélène? Oui, vous m'entendez? Vous dites que les écrivains ne sont pas dingues. D'accord. Vous avez quand même fait une expérience. Vous voyez de quoi je veux parler. Un truc, je ne sais pas si ça arrivait à notre auteur. Vous êtes allé faire un vol expérimental, c'est ça? Ça, c'était. J'ai eu la chance d'être choisie dans les salons de résidence en impesanteur. J'ai appris impesanteur et pas apesanteur. Je disais juste avant, mais c'est vrai. Enfin, ça doit pas être pareil, mais je ne sais rien. Enfin bref, le fait est que le CNES, le Centre national d'études spatiales, a grâce à Gérard Azoulay qui dirige, qui a créé des programmes, qui a fait entrer l'art au sein, à l'intérieur du CNES. Donc il y a un programme qui m'a permis, au milieu de spationautes, de scientifiques, c'était un programme absolument destiné à la science. Et au milieu, il y avait un écrivain, en l'occurrence moi, qui ait pu faire un vol en impesanteur. C'était pas de la simulation, c'était un vrai vol en impesanteur. Et c'est une expérience qui a. Je pense, moi, comment dire, je voulais que ça modifie quelque chose à mon écriture, je voulais que ça modifie quelque chose à mon rapport au monde. C'était une expérience qui était inouïe. Inouïe parce que toutes les expériences qu'on fait en général dans la vie, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on s'ennuie, et c'est souvent pour ça que les romans sont parfois un peu ennuyeux, on peut toujours les anticiper. Hein, combien de fois on lit un truc et on se dit « Ah mon Dieu, je sais déjà ce qui va se passer après. » Voilà. Là, impossible d'anticiper. Parce que pourquoi on peut anticiper sur la planète Terre et la vie terrestre? Parce que nous sommes soumis à la causalité de l'attraction terrestre. Enfin, sauf si je dis des grosses bêtises scientifiques. Là, cette causalité, elle disparaît. L'avant et l'après n'ont plus aucun sens, ou du moins tel qu'on le connaît depuis qu'on est né. Et à partir de là, le délire commence. C'est absolument génial. Et on se prépare. On se prépare à faire ce genre de vol, de simulation. On se prépare comment? Ouais. On se prépare alors d'abord en faisant des tests de santé, etc. Il y a des briefings, c'est toute une préparation, comment dire, assez sérieuse. Et puis ensuite, il y a ce moment extraordinaire du long briefing où chaque participant du vol spatial va exposer la raison, enfin ce pourquoi il est là, dans ce vol. Et alors là, vous vous retrouvez avec des scientifiques du monde entier, notamment des Japonais qui sont venus, qui vont être un Japonais couvert de capteurs, qui va léviter littéralement en impesanteur sur une table en essayant quand on lui dit d'aller à gauche, enfin, vous voyez, je vais à droite quand je dis que je vais à gauche, bon bref. Parce qu'en fait, en impesanteur, on ne peut plus se repérer. On ne sent plus ses muscles, on ne sent plus son corps. Et donc, chacun expose comme ça son expérience scientifique, sérieuse, qui a à voir soi-disant avec la réalité. Et puis moi, au milieu, je suis là et je parle de mes personnages et de mon Fuji. Et ça devient comme un vol pour aller sur Mars, avec tout le monde qui écoute comme ça. C'est génial, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce qu'en fait, finalement, ça rejoignait exactement ce à quoi je crois depuis que je suis petite, qui est que tout ce travail qu'on fait, nous autres écrivains, de faire croire à la fin à un lecteur à quelque chose qui n'existe pas, mais en fait, ça existe même plus souvent que la soi-disant réalité qui parfois nous encombre un peu. Je vois que Frédéric est de retour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, super. Alors, évidemment, ça suscite des questions, tout ça. En fait, c'est assez marrant parce qu'en général, on est censé penser que quand un auteur vient, il va dévoiler des choses sur le livre et on va en savoir plus sur lui. Et Hélène a cette particularité, c'est que plus elle parle et plus elle est mystérieuse. Zut. Merde alors. Mais c'est très bien, ça donne envie de lire le livre. Alors il y a Cédric qui dit, on dit que les chats ramènent leur proie à leurs humains pour leur apprendre à chasser.
dans votre Ah, écriture peut-être et pour dans la ce livre en particulier. Ah oui, pardon, non, je ne savais pas. Oui. Alors, dans votre écriture et dans ce livre en particulier, on peut parfois avoir l'impression que vous venez déposer devant les yeux des lecteurs et des lectrices vos trouvailles en leur donnant envie de vous suivre dans la narration, mais également très souvent en leur donnant envie d'écrire à leur tour. Y a-t-il dans le moteur de votre écriture une envie d'apprendre aux autres à chasser? Génial. Je ne savais pas que c'était pour apprendre à chasser. Je pensais que c'était comme une sorte de cadeau ou d'offrande. On revient au rituel religieux. Oui, je pense que si ce livre donne envie, alors tous les éditeurs du monde entier vont peut-être sursauter à ce moment-là, mais si ce livre donne envie à tous ces lecteurs d'écrire, hein, sans doute le pari est réussi parce qu'il s'agit d'un plaisir contagieux, probablement. Oui, oui, il y a quelque chose dans ce jeu, dans l'excitation du jeu. C'est un livre quand même sur le fait que c'est très excitant, en fait, tout ça. C'est très excitant, ce jeu de la fiction, ce jeu de la métamorphose des personnes en personnages, cette espèce d'alternance qui fait que la fiction va nous apprendre quelque chose sur notre réalité, etc. Donc oui, 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 bien sûr. D'ailleurs, un de mes précédents romans s'appelait Lady Hunt. Hein. Est-ce que c'était la femme qui chasse ou la femme qui est chassée ça restait mystérieux, comme tu dis, Frédéric. Mais c'est une chasse, oui, oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser à un film magnifique de Michael Mann, zut, mon Dieu, avec De Niro et Al Pacino, mon Dieu, un film très connu dont le titre soudain m'échappe, où en fait le chasseur devient sa proie. Hein, où ça raconte ça. Bon, en l'occurrence, c'est le flic qui devient le truand, mais est-ce que le truand ne devient pas le flic en même temps? Mais c'est surtout l'idée qu'à force, Al Pacino est donc ce flic obsédé par un braqueur, un cambrioleur, et à un moment, évidemment, qu'il devient. Mais en fait, il ne le devient pas, il l'est dès le début. Donc, Cédric est déjà un chasseur, je pense. Oui, c'est ça, on ne devient pas comme on pourrait nous dire parfois quand des gens nous ont connus très tôt, nous dire ah tu es contente, tu es devenu écrivain, mais en réalité il y avait quelque chose qui se passait déjà dans une disponibilité, ce que Hubert Nissen appelait son être au monde. Et justement, j'allais te poser une question sur l'origine. À quel moment, tu parlais d'excitation, à quel moment elle est Alors, je vais intervenue, juste cette dire un truc excitation? à Vicky. Tu veux pas aller dans ta chambre? Non, parce que là, il y a deux espaces qui sont mélangés, ça ne me va pas du tout, là. Il y a mon fils qui rentre, donc je vais l'autoriser à être dans sa chambre. Mais alors, l'idée de parler de mes livres avec l'espace domestique et familial en même temps, là, ça me… C'est la grosse difficulté des femmes. Voilà, nous avons découvert, nous sommes plusieurs, j'en avais parlé, je crois, dans les rencontres une fois. Nous avons parlé de ça avec beaucoup de mères. Et comme nous ne sommes pas des mecs dont on dit papa est dans le bureau, il ne faut absolument pas le déranger. Comme dans les Nous avons installé nos bureaux au milieu de la salle à manger parce que c'est là qu'il ne nous dérange pas quand nous sommes au milieu. Voilà, moi je suis dans la cuisine, j'écris dans la cuisine. Effectivement, il y a un truc génial dans Les Frustrés de Bretécher. Silence, papa travaille. En fait, papa est en train de roupiller sur sa table, mais la femme passe derrière pour ne pas déranger le grand homme. Donc, la petite femme que je suis a renvoyé son fils aîné. Voilà. Attends, donc vas-y, poser ta question du coup. La question était le moment de l'excitation, c'est-à-dire qu'il y a un jour, quand on commence à écrire, où cette excitation, elle est au rendez-vous, elle est là, et on la découvre en fait. Si écrire est naturel ou vient naturellement, tout d'un coup, ce jour-là, il y a cette excitation et on comprend que c'est autre chose. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là et c'était quand? Tu parles du premier moment parce qu'après, ce que tu Oui. décris là, et c'est parfaitement exactement ça, mais après, ça se reproduit. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que évidemment, comme c'est plaisant, on essaye de le reproduire. Et on est triste quand des fois ça vient pas. Hein, Ouais. Écoute, je crois que c'était grâce à quelqu'un que tu connais bien et avec qui tu as eu une relation parfaitement médiumnique, qui est Agatha Christie, en fait. Quand j'étais toute petite et que je me suis mise à réécrire, enfin, ça devait être assez nul d'ailleurs, mais je me remettais dans la tête d'Agatha, enfin, oui, dans la tête, on peut dire, en quelque sorte, en tout cas dans les intrigues, dans les fictions d'Agatha Christie, et j'essayais de refaire des romans. En général, je ne les finissais pas, mais
Mais il y avait cette excitation. J'avais, oui, que ces livres-là m'avaient procuré. C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, pour en revenir à la question précédente de Cédric, j'ai lu les mémoires d'Agatha Christie l'été dernier. Et elle parle à un Sa moment. biographie? Alors, son autobiographie, je crois. C'est son autobiographie qui a été publiée post-mortem. C'est ça, c'est son autobiographie que j'ai lu cet été. Et elle parle à un moment du fait, elle a toujours des chiens avec elle, comme elle vit à la campagne. Et puis elle a un côté un peu gentleman, enfin oui, gentleman farmer, enfin version lady farmer. Et elle a ses chiens et elle compare ces moments où elle a soudain, elle ne sait pas quand, ça peut arriver à tout moment, une espèce de moi j'appelle ça le chien truffier. Pendant ce temps, mon chat gratte à la porte. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'emmerder? Enfermez-moi ce chat. Je vais avoir l'air d'un partenaire domestique. Papillon. Le chat gratte comme un malade alors que je lui ai soigneusement donné à manger juste avant l'entretien. Donc, elle voit ces chiens et en fait, elle se compare. Elle dit qu'elle les voit, ils sont là, c'est des chiens de chasse en fait, ils reniflent et qu'en fait, elle est comme eux. Et que des fois, d'ailleurs, son mari et ses enfants savent bien que, clac, soudain, elle disparaît et il faut qu'elle aille elle-même comme un chien de chasse écrire. Oui. Quand quelque chose comme ça vous... Alors ça peut être un mot, après des exemples comme ce que tu décris très bien là, j'en ai plein, ça fait partie des plus beaux souvenirs d'ailleurs de la vie d'un écrivain, ces moments où soudain quelqu'un prononce une phrase qui va vous mettre sur la piste, en fait, sur la piste d'un livre et vous reniflez. Alors ça fait peur parce que au début on n'est pas sûr que ça va tenir la durée des fois d'ailleurs. Des carnets j'en ai plein et puis avec des choses que soit que j'ai pas fini, soit que j'ai pas eu le temps de finir, soit qui n'ont pas... peut-être qu'ils se sont dégonflés un peu avant. Mais voilà, c'est ce moment-là, oui. C'est très, très sensoriel, je trouve. On renifle quelque chose. Est-ce que ça a pu t'arriver en rentrant quelque part dans un lieu? Ah oui. Ah oui. De toute façon, moi, je suis très... Enfin, bon, j'avais pas pour rien, d'ailleurs, c'est une conversation qu'on a eue il y a quelques années ensemble, j'avais pas pour rien écrit un roman qui s'appelle Lady Hunt sur les maisons. Je suis très, très sensible aux lieux. En général, j'essaye de dissimuler quand je suis chez des gens ce que je ressens, mais c'est presque encombrant ce que je ressens. Et puis je crois que je ressens tout, enfin, y compris ce qui n'est pas visible. Et puis, donc, oui, bien sûr, il y a beaucoup de lieux que je trouve, qui peuvent être des lieux magnifiques en apparence, très beaux, très luxueux, j'en sais rien moi, mais que je trouve absolument inhabitable, invivable, il y a un truc qui ne va pas. C'est le cas de la maison du Minotaure au début, officiellement c'est une espèce d'énorme maison luxueuse, mais elle est inhabitable en fait cette maison. Donc oui, de toute façon les livres c'est des maisons en fait, c'est-à-dire que nous bâtissons ces maisons pour des lecteurs qui ont ensuite envie ou pas d'y habiter, dans l'espoir. On les bâtit et ensuite on s'enfuit à toute vitesse. Ensuite on va en construire une autre, oui. mais on leur donne la clé. Et eux, en quelque sorte aussi, nous donnent la clé, en fait. Ils nous font cette confiance-là. Donc, il y a quelque chose... oui. Quelquefois, on ne leur donne pas la clé, d'ailleurs, et on laisse les fenêtres ouvertes, des fois qu'ils doivent rentrer par la fenêtre. C'est vrai, c'est vrai. Quand je dis on leur donne la clé, oui, exactement. Oui, est-ce que tu pourrais nous citer un livre qui t'a fait beaucoup rire? Oh là, tiens, alors un des livres qui m'a fait le plus rire quand j'étais petite, il m'arrive encore de rigoler toute seule, c'est je pense à un roman anglais, c'est peut-être à cause d'Agatha Christie, c'est Jeeves, la série des Jeeves de P.G. Wodehouse. Donc cet écrivain anglais des années 20-30 qui était beaucoup auteur pour la radio, je crois, avec ce personnage. Jeeves, c'est un majordome et complètement dictatorial et c'est de l'humour anglais complètement absurde. Mais ça, c'est un des livres qui m'aura fait le plus rire dans ma vie. Après, je ne sais pas, Thomas Bernhardt m'a fait beaucoup rire dans un genre un peu différent. Quoique, pas tant que ça peut-être. Mais... c'est l'art le plus difficile d'être drôle, dans l'écriture, à faire rire. Après, je trouve que la plupart des grands livres sont drôles, souvent. Alors, peut-être pas d'un humour évident qui fait esclaffer, mais... qui m'a fait rire récemment. Je ne sais plus quel livre m'a fait rire. Et alors, quel livre t'a fait peur? Quel livre m'a fait peur récemment? M'a fait peur en général. Alors, j'ai jamais pu finir ça de Stephen King, que je trouve un chef-d'œuvre. Enfin, j'en ai lu, c'est très long, donc j'en ai lu. Mais je ne peux pas finir, ça me fait trop peur.
C'est-à-dire que j'ai tout essayé de le lire en pleine journée, lumière allumée, quand il y avait du soleil avec lumière allumée. J'ai vraiment tout essayé, mais j'ai trop peur. Ça m'a vraiment empêché de dormir, beaucoup empêché de dormir. Ah, Hélène, la femme qui lit, on lui tient la main pour qu'elle puisse lire Stephen King. Mais j'adore avoir peur, donc bon, j'en lis. Salem aussi, qu'est-ce que ça fait peur, Salem. Pourtant, je suis un peu maso, je l'ai relu plusieurs fois, mais... Ah oui. Et est-ce qu'il y a un livre qui chemine à côté de toi et tu ne sais pas ce que c'est et tu ne l'as jamais écrit, mais tu sais qu'il est là? Ah oui. Enfin, j'espère même qu'il n'y en a plus. Oui, dit-elle. Tout le monde trouve la question bizarre, mais moi, pas du tout. Je dis, ah bah oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai posée cette question. Elle n'est pas arrivée, elle n'est pas arrivée sur les réseaux et elle m'est venue comme ça. Non, non, mais sans compter toutes les questions que tu me poses sans me les dire tout haut et je réponds directement par télépathie. Oui, non, non. Elle est forte, Hélène, elle est forte. Attention, parce qu'on ne sait pas qui vampirise qui là dans cette rencontre. Hein, attention. Hein, soyez oui, c'est ça. Là. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'Hélène dit ne pas exister existe et tout ce qu'elle dit exister n'existe pas. Donc, pour ça, il faut la lire absolument. Donc, c'est plus une question là, c'est une question de temps. Combien de temps vous allez mettre pour vous jeter sur le bouquin? Et j'ai une question subsidiaire. Le mont Fuji, vous l'avez vu ou pas, Hélène? Je ne suis jamais allée au Japon. Je suis comme mon personnage à la fin du livre enfin, le premier personnage qui était un personnage de fiction, puis que j'ai fini par, entre guillemets, rencontrer dans la réalité. En tout cas, considérer que cette femme que je rencontrais dans la réalité devenait ce personnage de fiction et le prolongeait. Et donc, c'était une femme qui, dans la fiction, une femme qui craquait complètement parce qu'elle s'occupait beaucoup de sa mère qui avait la maladie d'Alzheimer, puis à un moment, elle craque. Et c'est une nageuse, en fait. Elle nage beaucoup, c'est sa respiration. Bon, bref, elle n'arrive même plus à nager, elle n'arrive même plus à marcher. Elle se retrouve enfermée chez elle. Ses frères et sœurs lui offrent des vacances en Cornouailles. Elle a toujours rêvé d'aller en Cornouailles, comme moi, qui n'y suis jamais allée. Et là, elle va y aller dans sa tête, en fait, pendant une semaine, pendant cette semaine de vacances imaginaires, ou pas du tout imaginaires. Et elle va réapprendre à nager en Cornouailles, en esprit. Donc, je suis allée au Japon comme ça, en fait, en imagination. Mais ça vaut un vrai voyage. Il n'y a pas de différence. Et le piano, il est noir? Je me mise à rêver. Hein? Comment? Hélène, le piano, il est noir ou il est blanc? Le piano est noir. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que moi, je voulais qu'il soit blanc. Mais je l'ai remis blanc. Ça, c'est tout un travail, c'est fascinant. Hein. Du coup, je l'ai laissé blanc au début. Et puis à la fin, je lui dis, mais enfin, il n'était pas noir. Il était pas. Je vois qu'il est noir, ce piano. Et je dis au Minotaure, enfin, la narratrice dit au Minotaure, elle est. En fait, moi, je trouve ça très comique, personnellement. C'est-à-dire cette espèce parfois d'arrogance, mais complètement enfantine et ridicule qu'ont les écrivains qui ne supportent pas. Ça, c'est leur dinguerie pour le coup. Que la réalité ne soit pas complètement. En accord avec leur fiction. Ils trouvent ça intolérable, en fait. Il y a quelque chose... Ah, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas écrivains et qui ne supportent pas que la réalité ne soit pas en accord avec leur fiction. Ça, c'est le principe de réalité. Ouais, je trouve ça plus charmant chez les écrivains qui en font des fictions. Pour le coup, oui. Bien d'accord. Et d'ailleurs, ce Minotaure est un peu comme ça, parce qu'il trouve, par exemple, que le Japon est vraiment un peu trop petit. Enfin, au regard du fait que lui a des rêves de grandeur, quand même, si le Japon pouvait être un peu plus grand, ça l'arrangerait quand il va au Japon. Ça n'a aucun sens. Moi, je trouve ça vraiment absolument comique. Pour le coup, je trouve ça très drôle. Mais qu'est-ce que je ne sais plus quelle était la question. Non, c'est moi qui ai juste rigolé en disant est-ce que le piano est noir ou blanc? Ah, voilà. Mais c'est génial, c'est passionnant, c'est crucial. Mais ça, c'est la question du souvenir. Et pour le coup, on sait très bien, et pour ça, enfin, on sait très bien, et par exemple, les policiers savent très bien que trois personnes qui vont raconter un événement auquel ils étaient ensemble vont avoir un récit absolument différent de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est passionnant, ça, pour un écrivain, bien sûr. Je n'ai plus de questions, Nathalie. Après, dans le réel, il est noir, mais dans la justesse du portrait du Minotaure, il devrait être blanc.
En tout cas, moi, je voudrais dire que c'est pas une fiction. La réalité, c'est qu'il faut aller en librairie, il faut aller acheter Le Mont Fuji n'existe pas. Je vais rappeler, en tant que libraire, que la meilleure façon d'avoir un avis sur un livre, c'est de le lire. Donc, je vous engage à lire le merveilleux livre de Hélène Frappa, qui est une exploration sur l'écriture, sur les personnages, sur la littérature. Il est merveilleux, il est magnifiquement écrit. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Hélène, merci d'avoir été avec nous ce soir. Avant de vous laisser le mot de fin, je vais dire qu'on se retrouvera lundi à 19h avec Marie Pavlenko qui sort pour la première fois un roman adulte puisqu'on a l'habitude de la voir en jeunesse et ça s'appelle Bientôt minuit et ça vient de sortir chez Flammarion. Hélène, je vous laisse le mot de la fin. Mon Dieu. Ben voilà, mon Dieu. Je suis comme le personnage d'une nouvelle de Raymond Carver, un homme qui quitte sa femme et il veut avoir le mot de la fin, il doit dire le mot de la fin et il est sur le seuil de la porte et il a oublié le mot de la fin. J'ai oublié le mot de la fin. C'est parfait. C'est un personnage de Raymond Carver. On vous souhaite une belle soirée, belle vie encore à ce roman et lisez Le Mont Fuji n'existe pas, sorti aux éditions Actes Sud. Bonsoir Frédéric, à lundi et bonsoir Hélène, bon week-end et à bientôt j'espère. Merci beaucoup. Bonne soirée.